pour Eh 10 ben, minutes. parfait, je partage mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, Super. Et ben dans ce cas-là, c'est parti. En ce qui me concerne, je vais vous parler d'un lot d'épées à poignée métallique de provenance inconnue qui est au musée Bargouin de Clermont-Ferrand et qui permet d'aller sur les traces d'un autre dépôt qui est le dépôt d'Aliès, qui est un dépôt de la fin de l'âge du bronze du Massif central. Alors, il faut savoir que le musée de Bargouin à Clermont-Ferrand conserve un grand nombre d'objets de provenance inconnue, et c'est dû notamment à un inventaire des collections qui a été fait dans les années 1950, à l'occasion duquel les anciens numéros d'inventaire ont été perdus, et avec un certain nombre d'informations, notamment la provenance des objets. Alors, parmi ceux-ci figure un lot qui m'intéresse tout particulièrement dans le cadre de ma thèse. Il s'agit de 5 fragments d'épées à poignée métallique du bronze final. C'est un ensemble relativement homogène sur le plan chronologique, avec des épées qui datent majoritairement du bronze final 3, même du bronze final 3B, donc du 9e siècle avant Jésus-Christ, à l'occasion peut-être de l'épée numéro 57.80.1, donc la première tout à gauche, qui est une arme assez singulière. On voit sur le profil que c'est une lame avec une languette, avec un rebord marqué, donc qui à l'origine était plutôt conçue pour accueillir une poignée en matière périssable, mais qui s'est vue ici offrir une poignée métallique. Donc c'est pas un cas unique, hein, on connaît plusieurs éléments de comparaison pour le bronze final 2, surtout en France, mais ça reste un élément quand même assez marginal. Sinon, on a deux épées du type Meringen en 57.81.1 et 57.86.1, ainsi qu'une épée qui est un petit peu problématique sur le plan typologique, puisqu'elle se situe à la croisée des types Meringen, Auvergnat et Taklovice en 57.85.1. Et puis finalement, un fragment de lame que je classe parmi les épées à poignée métallique, puisque on ne voit pas très bien sur la photo, il va falloir me croire sur parole, mais cette lame, elle présente un bourrelet médian qui est encadré de part et d'autre par deux nervures en relief. Et donc ça, c'est un élément qui est assez caractéristique des épées à poignée métallique du bronze final 3, donc 10e, mais surtout 9e siècle avant Jésus-Christ. Et puis un élément marquant à propos de ces 5 armes, c'est qu'elles présentent une patine extrêmement cohérente, donc avec cette couche de corrosion noirâtre qui est très homogène et qui est commune à chacune des épées. Alors on pourrait penser que ça indique qu'elles proviennent d'un même contexte. En réalité, l'explication, elle est plutôt à chercher du côté de l'histoire de ces objets, puisque si on ne connaît pas leur provenance, on a quand même des informations sur ce qui leur est arrivé entre leur découverte et le moment où elles sont arrivées au musée Bargouin. On sait notamment que ce lot d'armes, il est issu de la collection Rochette de Lande, donc une famille de notables et de la noblesse locale, qui, en avril 1876, propose de léguer un certain nombre d'éléments au musée de la ville, notamment, je cite, une collection d'armes celtiques, bronze ancien et haches gauloises en jade ou en silex. Donc le don est accepté par en conseil municipal le 12 mai 1876 et on en trouve par ailleurs une trace dans les comptes rendus de la séance du 1er juin 1876 de la Société des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, à l'occasion de laquelle le docteur Dourif présente à ses collègues une note et un album qui représentent les objets légués par la famille. Donc malheureusement, c'est des documents qui sont introuvables à l'heure actuelle. Et puis on a également un inventaire manuscrit de la fin du 19e siècle au musée Bargouin qui décrit très rapidement ce legs Rochette de Lande et qui dit notamment des épées qu'elles ont été, je cite, très détériorées par un incendie récent. Donc c'est probablement là qu'il faut chercher l'explication de l'aspect très homogène de ces armes qui ont donc été qui ont toutes subi un incendie qui les a endommagées. Et je me demande si par la suite, elles n'ont pas pu subir un traitement de surface, une forme de restauration, entre guillemets, qui pourrait expliquer leur aspect très homogène et qui aurait pu viser à leur redonner un aspect présentable. Quoi qu'il en soit, cette provenance des objets de la collection Rochette de Lande, elle est intéressante puisqu'elle permet de faire un lien avec une autre découverte importante de la région, qui est le dépôt d'Aliès. Donc un dépôt du bronze final 3B qui est composé de 3 épées à poignée métallique, donc de gauche à droite, une épée du type Meringen, une épée du type Taklovice et une épée du type Weltenburg, qui est une découverte assez unique, hein, des dépôts comme ça qui contiennent que des épées. On en connaît plutôt dans l'est de l'Europe, du côté des Carpates et de la Baltique, mais c'est quelque chose d'assez unique pour la France et notamment pour le Massif central. Et malheureusement, c'est une découverte qui est extrêmement mal connue. Son inventeur, donc Jean-Baptiste Rame, qui est un géologue qui réside à Aurillac,
a simplement transmis une note assez courte qui fait 2 pages à la revue archéologique qu'il a publiée en 1872. Mais à part ça, on n'a aucune vraie information sur ces épées, notamment le contexte de découverte. La seule mention qu'on en ait, c'est qu'elles ont été trouvées entre la fente de 2 rochers, et puis on n'a évidemment aucune mention du lieu de conservation de ces armes. Le plus probable, c'est que l'inventeur, donc Jean-Baptiste Rame, les ait dispersés en les vendant à différents collectionneurs. Alors aujourd'hui, on est capable de retracer un peu l'histoire de ces épées, notamment l'épée du type Taklovice. On la retrouve en 1878 dans la collection Charvet à Paris. Et ça, on le sait notamment grâce au moulage qui a été effectué par Le Man à l'occasion de l'exposition universelle de 1878. Donc on voit notamment que ce moulage en plâtre, qui est conservé actuellement au Man sous le numéro d'inventaire 24 748, il présente certaines différences avec l'épée présentée sur la planche de 1872. Et donc, c'est probable que l'arme ait subi un certain nombre de restaurations à cette époque-là. Et je pense notamment à la plaque du cartouche de la fusée qui a été mise en place, ainsi que le rivet au centre de la fusée qui a été refait. On la trouve ensuite dans la collection Gréau en 1885. Donc, vous avez la planche à droite, donc elle ne semble pas avoir tellement changé d'aspect à cette époque-là. Et puis finalement, en 1890, elle refait surface au British Museum par l'intermédiaire d'un collectionneur britannique qui est Thomas William Usherwood Robinson. Et l'épée y est toujours conservée aujourd'hui. Donc voilà, j'avais pu aller prendre quelques photos avant que le coronavirus n'arrive. Ça serait intéressant de pouvoir faire des analyses de composition du métal ainsi que des radiographies pour voir ce qui relève de la restauration et ce qui relève de l'objet original, puisque c'est pas extrêmement clair. Pour les 2 autres épées, en revanche, on est dans une situation qui est un petit peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui leur est arrivé après leur découverte. Donc là, je parle des épées du type Meringen et Weltenbourg. Ernest Chantre, en 1875, indique qu'elles sont à Clermont-Ferrand, soit dans la collection Constantin, soit dans la collection Rochette de Landes. Et c'est une information qu'on retrouve à plusieurs reprises, notamment dans le dictionnaire archéologique de la Gaule, mais aussi qui est reprise par Joseph Deschlette. Cependant, ce que apparemment ces auteurs ont manqué, c'est qu'en 1885, dans le catalogue de la vente de la collection Gréau, qui est réalisé par Wilhelm Freuner, un conservateur du Louvre, ces armes sont décrites comme étant au musée de Clermont-Ferrand. Et donc le plus probable, c'est qu'elles ont effectivement transité par la collection Rochette de Landes avant d'arriver au musée de la ville par l'intermédiaire de leur legs en 1876. Et effectivement, quand on regarde donc parmi nos 5 épées de provenance inconnue, il y en a certaines qui présentent des caractères très similaires à celles des épées des planches présentées en 1872. Je pense notamment à l'épée du type Meringen, le fragment 57-87-1, qui correspond extrêmement bien à l'épée du dépôt d'Aliès telle qu'on la connaît par la planche de Jean-Baptiste Rame, avec des dimensions qui collent parfaitement, et puis également une morphologie qui est assez rare au sein du type Meringen, avec la fusée bombée dans le tiers inférieur, et puis des groupes de nervures transversales qui sont disposés de manière irrégulière, avec donc les 2 groupes inférieurs qui sont plus rapprochés par rapport au groupe de nervures supérieures qui est lui plus distant. Donc là, on a une correspondance assez bonne, donc il y a de très fortes chances pour que cette épée soit bien celle du dépôt d'Aliès. Et puis une autre possibilité, là on est plus dans le domaine de l'hypothétique, c'est que le fragment de lame numéro 57.84.1 puisse être ce qui reste de l'épée du type Weltenbourg. Bon là, en l'absence de poignée, c'est évidemment difficile d'en être sûr, mais encore une fois, ça colle plutôt bien, à la fois au niveau des dimensions, et puis aussi au niveau morphologique, puisqu'on retrouve sur cette lame le bourrelet médian, ainsi que les 2 nervures en relief de part et d'autre, à visée ornementale. Donc ça pourrait être une possibilité. Voilà, donc aujourd'hui, on a peut-être la possibilité, 150 ans après, de réunir les 3 épées du dépôt d'Aliès, donc qui sont bien différentes de celles de la manière dont elles étaient présentées en 1872, puisqu'elles ont des histoires respectives assez différentes. Mais donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité de les réunir et peut-être de continuer les travaux qui avaient été
initié par Jean-Pierre Doga dans les années 2000 et qu'il n'avait malheureusement pas pu mener à bout avant son décès en 2011. Donc voilà, je pense que ça serait notamment intéressant de mener des analyses archéométriques sur ces objets, des radiographies, des analyses élémentaires, etc. Bon, c'est un peu compliqué, il y a des choses qui ont été faites à droite à gauche, essayer de réunir toutes les informations et voir ce qui serait intéressant de faire en plus. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention et je reste évidemment disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Léonard. Je vois que Sylvie a une question. Vas-y, Sylvie, je te laisse la parole. Je suis désolée de monopoliser un peu, mais forcément, c'est super intéressant, Léonard. Et en fait, je me demandais quelle interprétation tu pourrais faire, ou comment tu pourrais expliquer le fait qu'on n'aurait que des fragments et plus des objets entiers, alors que c'est bien des objets entiers qui sont dessinés. Donc, est-ce que c'était des fragments pour toi à la base qui ont été complétés sur le dessin pour dire qu'on a en gros 3 épées complètes? Ou est-ce que la fragmentation pourrait être plus récente? Et finalement, un dépôt avec une épée entière et 2 fragments, ça collerait plus. Tu l'as dit en introduction, ces dépôts d'épées entières, ils sont extrêmement rares dans la région, voire on n'en a pas trop. Donc, c'est plutôt typique de l'Europe centrale. On en a par contre un grand nombre d'occurrences. Donc, comment tu pourrais interpréter ça? Moi, j'ai pas de certitude, mais je mettrais bien sur le dos la fragmentation, je la mettrais bien sur le dos de l'incendie qui est mentionné en 1876. Alors, encore une fois, c'est un peu bizarre parce que les fragments, les cassures qu'on observe sur les objets, elles ne sont pas du tout typiques d'objets qui ont pu être en partie fondus par un incendie, parce que ça, bon, on a des épées issues de crémation qui sont en partie fondues. Du coup, peut-être que ces objets, ils auraient pu être amputés à la suite de l'incendie pour ne conserver que les parties bien en place. Mais bon, les fractures, elles font pas du tout penser à c'est pas des objets qui ont été sciés ou quoi que ce soit, hein, c'est des cassures assez irrégulières. J'avoue que là, je bloque un peu, je sais pas trop quoi dire. Ça m'étonnerait que la planche de 1872 présente des objets fragmentés, notamment, bon, pour l'épée Meringen, on peut imaginer qu'il y a une inspiration qui a été faite d'autres exemplaires d'armes qui étaient connus à l'époque pour reproduire le pommeau et le reste de la lame. Mais pour l'épée du type Weltenburg, la poignée, elle correspond quand même très très bien à ce type-là, et ça me paraît délicat que ça soit sorti de l'imagination du géologue Jean-Baptiste Rame, puisque c'est un type d'épée qui est quand même pas très répandu, et je doute qu'il se soit inspiré d'autres découvertes pour reproduire cette poignée. Mais bon, peut-être, j'exclus rien pour l'instant. Merci. Oui, je vois que José lève la main. Oui. Il faut réactiver le micro, je le fais, non? Bravo José pour le levage de main en tout cas. Je suis en progrès. Hein. Mais attends, la catastrophe, c'est dans 5 minutes. Hein. Bon, donc oui, que Rame ait imaginé ce qui manquait, j'y crois peu parce que c'est apparemment pas un archéologue, donc la documentation, je pense pas qu'il l'avait, donc je pense pas que c'est la bonne voie. Par contre, ce qu'a dit Léonard, ça soit la suite de l'incendie, c'est possible, mais à ce moment-là, la casse a dû se produire pendant l'incendie. Bon, je renvoie une expérience qu'on avait vue à Rome, un certain nombre d'entre nous y étaient, comment on casse une hache de bronze facilement, on la chauffe à blanc, on tape dessus, elle casse. Alors si dans l'incendie est tombé des pierres ou je ne sais quoi dessus, les lames cassent net. Par contre, casser la lame après l'incendie, ça me paraît plus difficile. Mais enfin bon, c'est très hypothétique, bien sûr. Hein. Merci. Alors, une première question avec Pierre-Yves. Vas-y, Pierre-Yves. Après, on va reprendre. Félicitations, Léonard, hein, parce que c'est des objets qu'effectivement j'avais vus il y a déjà pas mal d'années à Clermont, et j'avais pensé aussi que ça venait d'Aliès. Et je confirme, je confirme. J'abonde complètement dans ton sens. Et puis par ailleurs, j'ai eu l'opportunité aussi d'étudier un lot d'objets incendiés en 1940 dans le musée d'Orléans. Et ils présentent exactement le même aspect. Et durant cet incendie, en fait, il y a eu des effondrements
ben voilà, des meubles, des plafonds, etc. Et c'est ce qui a occasionné la cassure des objets et aussi la disparition de certains fragments. Donc il y a exactement le même phénomène en 1940 à Orléans. Et donc je ne doute pas effectivement qu'avec Aliès, on ait affaire à un dépôt très singulier dans le contexte français, avec des épées qui à l'origine étaient intactes. Merci, ouais, merci beaucoup. Ça m'intéresse d'avoir la comparaison avec Orléans, effectivement. Alors, on a quelques questions écrites. Alors, je sais que Steve Matthews voulait poser une question. Donc, aucun problème pour la poser en anglais. Steve, if you want to talk in English, it's not a problem. Thank you, Leonard, for your presentation. It was really interesting. I have a question, though, about one of the swords at the very, very start of your presentation that you didn't so much talk about on the second slide. Yes, this one on the left of the presentation. These are just metal hilt. It's not a full metal sword, they're just hilt plates, is that correct? You mean the first one on the left? Yeah. Well, I think at the origin, this kind of blade, it's really designed for being equipped with an organic hilt. But exceptionally, some of them can have a bronze hilt. So we have 5 or 6 examples known in France, yes. Okay. What's the provenance of this sword? Because I noticed that the decoration, it has a right-angled incised blade, which is the same from a sword from Cognac, from Bronze Fanal too, in Coffin's Atlantic Bronze Age volume. I was just wondering where this one came from. Well, unfortunately, we don't know where it comes from. Well, we have another comparison in Salorge, which is in Loire-Atlantique, not so far from Nantes, so in western France. But for this one, I have absolutely no clue about the provenance. There is an author, Hans-Jürgen Hund, in 1994, he proposed that it's coming from Coran, but I already asked Pierre-Yves Milsan about it, and it's very unlikely. It's probably a mistake. So, well, honestly, I don't have any clue where it comes from, which is quite a shame. Yeah, sorry. And just, this is more a general comment for everybody, really, that's interested in Bronze Age swords. And this throws up a question in the fact that, for example, this example has a disc pommel rather than a round pommel on the end. And I've long since wondered to what degree the organic hilted examples would have also been fitted with a flat plate rather than necessarily a metal ball on the end in this tradition. And it sort of suggests, because these are metal hilt plates rather than organic, that the round metal ball may not have always been present, that it may have been an organic disc as well. And I just, if anyone has an opinion about this, I would be extremely interested to know what they think. Well, if we have a look at the other swords who have metallic hilt put on the blade, more designed for an organic handle, most of them have a kind of spheric pommel, a sphere, and I think it's the most convenient way to make it using organic material, because the plate, the disc on this one, I mean, I think it's quite difficult to achieve using only organic materials to carve this kind of shape. It seems to me that it's more easy to just make a spherical pommel, but this kind of pommel shape, it's something that we found on many examples on solid hilted swords on the late Bronze Age, especially with the perforation on the side. So for me, it's more inspired by bronze handles more than organic one. But once again, we don't have a lot of examples of this kind of swords. So, because there are certainly 2 in Central Europe that are metal versions of organic swords. Yeah. And they also have the discs rather than a metal pommel, which tend to only appear in Bronze Fanal 3, sort of Carp's Tongue Ewart Park phase. Earlier, they tend not to be present. So I said, well, I long since wondered whether or not they just had these flat discs in organic. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Thank you so much.
Ok, je vous propose j'ai vu qu'il y avait des questions sur le chat. Alors, soit Léonard, tu réponds directement, ou si vous voulez, on reprend à midi pour essayer de ne pas prendre trop de retard dans les communications, mais on peut prolonger. Je vais regarder dans le chat pour répondre moi-même. Ouais. Merci beaucoup. Pas de souci. Tu peux arrêter le partage, s'il te plaît. Voilà. Et José.